Les secrets du musée des Augustins. Chut! Quel cirque! Où l'on rencontre des prédateurs bien dociles. Ne cherchez pas ce paysage des Pyrénées lors de votre prochaine randonnée. Il n'existe pas dans la réalité. En tout cas, pas tel qu'on nous le montre ici. Et ce n'est pas la seule bizarrerie de cette soi-disant chasse à l'ours. L'auteur de cette toile, c'est le baron Lejeune. Un homme qui n'avait jamais le temps de s'ennuyer, car en plus de son activité de peintre, il a aussi été général napoléonien, conservateur du musée des Augustins ou encore maire de Toulouse. Une vie bien remplie. Mais par-dessus tout, Lejeune aime traverser les Pyrénées de part en part afin de découvrir des sites pittoresques et grandioses à peindre. Si le lac et la cascade sont bien inspirés d'un lieu existant, le relief montagneux et la végétation sortent de l'imagination de l'artiste. Il s'agit d'une recomposition romantique. Lejeune imagine un paysage pas tout à fait réel à partir d'éléments observés. Mais cette évocation de la région serait incomplète sans une présentation de la faune locale. L'artiste nous montre des rapaces, des caprins, des chevaux et bien sûr des ours, censés être les proies de cette scène de chasse. Ces derniers n'ont pourtant pas l'air bien dangereux. Au lieu de se défendre, ils suivent docilement les chasseurs à leur côté, à tel point que les chevaux paraissent même plus sauvages que nos braves nounours. Mais tout cela s'explique de façon très simple. Le titre du tableau, inscrit au revers, n'est pas complet. La chasse à l'ours occupe le second plan. Au premier plan, il s'agit en fait de l'arrivée de forains et de montreurs d'ours. D'ailleurs, sur l'épaule d'un des hommes, on peut remarquer un singe apprivoisé qui, lui, sans l'ombre d'un doute, n'est pas natif des Pyrénées. Bon vent! Où l'on apprend que l'habit ne fait pas la nymphe. Nous sommes à Paris, en 1849. Le salon de peinture et de sculpture bat son plein. Les curieux s'y bousculent pour découvrir les dernières œuvres de leurs contemporains. Des critiques, un brin dédaigneux, répètent ici et là au sujet de James Pradier, un sculpteur pourtant en vogue. Il part tous les matins pour Athènes, et le soir, arrive au quartier Bréda. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Un coup d'œil à sa sculpture, Chloris caressée par Zéphyr, permet de comprendre pourquoi ces gens parlent d'Athènes. La statue représente un nu féminin, avec une pose en apparence pudique, couvert d'un tissu au drapé délicat, le tout taillé dans du marbre. Nous avons toutes les caractéristiques des sculptures de la Grèce antique. Rien de surprenant en fait, puisque le titre de l'œuvre fait référence à la mythologie grecque. D'après celle-ci, Chloris est la nymphe des fleurs et du printemps, et Zéphyr, le dieu du vent. On devine la présence de ce dernier par l'émoi de la nymphe. Mais en faisant un peu plus attention aux détails, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche ? La tête renversée de Chloris, son corps frémissant, ses formes, ses mains retenant à peine le drap qui couvre son intimité. Notre statue semble vivre un moment d'extase après avoir été traversée par le vent. Une pose lascive, peu convenable pour une nymphe censée être jeune et prude. La voilà, la référence à Bréda. Il s'agit du nom d'un quartier de Paris connu pour ses lorettes, des femmes entretenues aux mœurs légères. Comme elle, la statue de Pradier déborde de sensualité et c'est bien ce que certains critiques dénoncent avec leurs petites phrases énigmatiques. D'autres, au contraire, se réjouissent de ce renouveau de l'esthétique antique. Les avis divergent, mais au moins cette statue n'a laissé personne de marbre. Qui part à la chasse gagne sa place. Où l'on peaufine son sens de l'observation. Nous sommes en 1730. Le peintre Jean-Baptiste Oudry met la dernière touche à un immense tableau commandé par le roi, Louis XV chassant le cerf dans la forêt de Saint-Germain. Tout le monde semble bien occupé par une partie de chasse à courre. Enfin, presque tout le monde. Au lieu d'être dans le feu de l'action, un homme nous observe depuis le bas de la toile. Il faut avoir de bons yeux pour le voir, mais ce personnage tient un crayon et une feuille. Rien d'étonnant, il s'agit en fait du peintre. Et cette représentation d'Oudry en plein milieu d'une chasse n'est pas fantaisiste. L'artiste a réellement accompagné le roi dans cette activité, afin de pouvoir peindre une scène plus vraie que nature. L'instant choisi par Oudry est celui de l'Hallali,
lorsque l'animal est pris ou sur le point de se rendre. Ici, la proie est un cerf, assailli par des chiens déchaînés. Et pas n'importe quel chien. Le peintre a encore une fois le sens du détail. Sur leur dos, il fait figurer la marque de la meute royale, une croix dans un triangle. Ces animaux ont toute l'affection du roi, qui commandera d'ailleurs une vaste série de portraits de ses chiens à Oudry. Celui qui lui a enseigné l'art du portrait, le célèbre Nicolas de l'Argilière, n'imaginait sans doute pas que son élève deviendrait portraitiste de chiens. Et pourtant, cette spécialisation lui permet de devenir l'un des plus grands peintres animaliers de l'époque et de crouler sous les commandes de Louis XV, mais aussi de princes étrangers. Avec un tel statut, on comprend que l'artiste ait pu se permettre ce clin d'œil en signant son œuvre de son visage. Hâtez-vous lentement. Où l'on rencontre un modèle de rechange de premier choix. Nous voici en 1892. Cela fait 4 ans que la toile inachevée de la jeune fille dans un parc traîne dans l'atelier de la peintre impressionniste Berthe Morisot. Aujourd'hui, celle-ci est bien décidée à terminer son œuvre. Mais voilà, elle ne travaille plus du tout avec Jeanne-Marie, son modèle. Comment finaliser ce tableau ? Heureusement, Morisot n'a pas à chercher très loin. Elle s'inspire de sa fille de 14 ans, Julie Manet. Malgré son jeune âge, celle-ci apparaît déjà dans de très nombreuses œuvres car sa mère a pris l'habitude de la peindre depuis sa plus tendre enfance. En effet, Julie se trouve souvent dans les parages puisque sa mère a installé son atelier au sein même de leur maison. C'est d'ailleurs leur jardin qui a déjà servi de décor pour les premiers coups de pinceau sur cette toile. Et quel jardin ! Ce tableau met autant en valeur le portrait d'une jeune femme moderne que la végétation chatoyante qui l'entoure. Les courbes des feuillages et des fleurs répondent à celles de la chevelure et des vêtements du modèle. Hormis le banc aux lignes droites, tout semble obéir aux lois sinueuses de la nature. Il faut dire que la peintre adore représenter la nature. Et puis, comme bon nombre de ses collègues impressionnistes, Morisot a un vrai penchant pour les figures en plein air. Par ses touches rapides et colorées, elle cherche à capter le passage éphémère d'une lumière sur un visage ou la vibration des feuilles d'un arbre. Comme elle le dit elle-même, « Mon ambition se bornerait à vouloir fixer quelque chose de ce qui passe. Une attitude de Julie, un sourire, une fleur, un fruit, une branche d'arbre, une seule de ces choses me suffirait. » Bingo! Avec ce magnifique portrait, c'est presque tous ces éléments que la peintre capture avec poésie. Un chasseur sachant chasser. Où l'on cherche à comprendre si la taille a une importance. Le musée des Augustins expose une œuvre aux dimensions peu banales, moins de 30 cm de haut pour près de 2,5 mètres de large. Pourquoi un tel format ? Pour débuter notre enquête, une petite description s'impose. Sur ce panneau de bois, une scène de chasse a été peinte au XVe siècle, et elle fourmille de détails. Dans la partie gauche, des hommes armés de lances chassent le sanglier. L'animal est en fâcheuse posture, attaqué par des chiens. On le voit même baver abondamment. Et si l'on regarde attentivement, on aperçoit un autre sanglier, plus chanceux, qui se cache derrière un rocher. Dans la partie de droite, sur un délicat parterre végétal, une autre scène de chasse se déroule. Il s'agit cette fois d'une chasse à courre, qui se pratique à cheval. Les jeunes hommes, élégamment vêtus de tenues aux couleurs chatoyantes, poursuivent des cerfs, un animal censé être plus noble que le simple sanglier. Les deux parties de l'œuvre sont reliées par un pont en pierre, traversé par un âne et des chevaux, dont l'un, détail cocasse, est en train de faire ses besoins. Derrière le pont, on peut reconnaître la ville de Florence avec son célèbre Duomo, la cathédrale Santa Maria del Fiore. Ce panneau était-il destiné à décorer un cassone, un coffre en bois typique du mobilier florentin de l'époque ? C'est l'une des hypothèses pour expliquer cette œuvre, même si elle semble peu probable, car on ne connaît pas de cassone aussi long. Comme le sujet n'est pas religieux, il n'y a aucune raison pour que l'œuvre ait eu sa place dans une église. Alors, décorait-elle les murs d'une noble demeure de Toscane, appartenant à un amateur de chasse ? Nous n'avons pas le fin mot de l'histoire, mais c'est l'explication la plus probable.